Salut à vous, petits et gros tentacules. Gros tentacules. Aujourd'hui, on va faire Darkrune. On va pas faire que le livre de base, on va faire tout Darkrune, ce qui est sorti. Mais je parlerai pas des PDF dispo gratos sur internet de scénar, pour la simple et bonne raison que je n'ai plus internet depuis quelques jours. Et donc, du coup, j'ai pas pu les télécharger, je les avais déjà survolés, mais j'ai pas beaucoup de place. Enfin bon. Voilà, donc je parlais de ce qui peut s'acheter, en fait. Mais il est très bon de savoir qu'en fait, c'est un jeu qui a une voilà, ces auteurs sont très fans de leur jeu. Ils proposent quand même régulièrement voilà, du scénar gratos, téléchargé en PDF sur Yggdrasil, qui est la maison d'édition. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est gentil. Ça fait vivre un jeu. Voilà, voilà. Donc, Darkrune, présentation générale. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, tu as un livre de base. Tu as, alors, livre de base à 49 boules pour, je sais plus combien de pages, 300 pages. Tu as l'écran qui est à 24 de mémoire. On va vérifier. Ouais, c'est ça, 24. Tu as le kit du meneur de jeu, des petits nouveaux sorts, des trucs sur les armes, machin, mais surtout du scénar. Avec le kit du meneur, tu as un immense poster de la mort. Voilà. Voilà. C'est le point de Midgard. Donc, la carte qui est dans le livre de base, mais là tu l'as en version grande carte. Et puis tu as bien sûr l'écran. L'écran au passage, hein, qui est en fait une scène du Ragnarok. Avec des PNJ que vos personnages joueurs vont connaître, apprendre à apprécier ou à détester. Bon, petit côté MJ, hein, tu as les tables. Voilà. C'est ça que vous voyez d'ailleurs, niveau table, hein, c'est abondant. Voilà, Darkrune n'est pas un jeu minimaliste. Voilà, c'est pas non plus. Au début, j'avoue, hein, les règles à la première lecture, je suis un peu oula, il y en a beaucoup. Mais en approfondissant et tout, non, ça passe bien en fait. Voilà, des règles qui passent bien. Ensuite, je sais tout faire quand on vient au livre de base. Ragnarok, la campagne indispensable quelque part du jeu, puisque dans le jeu on peut jouer à 3 époques, avant Ragnarok, pendant Ragnarok, après Ragnarok, mais il y a une campagne du jeu pour jouer Ragnarok. On joue à la 3e année de Ragnarok, puis en fait vos joueurs qui traînent en Gaule vont se trouver embarqués dans tout ça, et puis voilà, ils vont faire la différence ou pas. S'ils la font pas, ça part un peu en sucette. Hein. Je veux dire, Ragnarok, c'est pas seulement le crépuscule des dieux nordiques, c'est le crépuscule tout court. Ensuite, dans tout ce qui est Minos, qui est le dernier gros financement qu'ils ont fait, tu as justement, alors, je reviendrai sur les spirales après. Donc, tu as Minos, ça existe à spirale, ça existe en version pas spirale, qui est en fait le côté grec, tout simplement. À savoir qu'en fait, Darkrune, c'est un jeu dans lequel la porte d'entrée du livre de base, ça va être vous jouer des bâtards de dieux mineurs celtiques. Mais il n'y a pas que Odin, les géants, tout ça qui existe. Il y a aussi les dieux grecs. Et probablement les dieux étrusques et deux, trois autres un peu plus loin. Voilà, donc c'est pas, on n'est pas sur du monopanthéon. On est sur du multipanthéon qui coexiste dans le même monde. Et qui a priori, il y en a certains qui se connaissent. Hein. Voilà. Et Minos, du coup, c'est coucou, bienvenue chez les Grecs. Et là, justement, hop, on reparle de Minos après, qui a un bon délire. Moi, Minos, il m'a vraiment conquis. Dans Elpac Minos, t'as aussi ça comme supplément. Alors Minos, il est à 39 d'ailleurs, la version spiralée avec une bonne qualité papier. 49 en impression sur demande, mais en fait du coup en tout cartonné joli pour Lulu et 20 boules en PDF chez Fifi. Voilà. Arelat, donc qui en fait, c'est un endroit où ça se croise justement entre les Celtes et les Grecs, les Minotéens, mais du coup c'est une ville qui est détenue par les Étrusques. Voilà, voilà. Il y a des petits warnings du genre attention, c'est un scénario un peu adulte, la culture étrusque, elle peut être un peu hardcore. Ouais, au niveau des normes du jour, il y a des thématiques un peu hardcore qui sont voilà, rapports sexuels pas tout à fait du tout consentis, voilà, les travailleurs du sexe non volontaire, tout ça, c'est voilà, c'est un peu hardcore quand même. Et un très bon scénar, bien magouille. Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié le scénar qui est dedans, parce que j'ai trouvé que certains scénars sont un peu non pas linéaires, mais t'as toute la trame qui t'est donnée, machin, et puis après, au MJ de complexifier, ou voilà, on reviendra dessus. Des trois petits scénars, je voudrais dire,
Non pas faut les rebosser, mais voilà, là on est sur un scénario bien compliqué. Voilà, dans une ambiance bien adulte, bien darkos. Donc très très sympathique. Et avec ça, en plus, tu as la carte du côté de chez Minos. Donc comme ils l'ont fait pour Midgard, la carte est un peu plus petite. Mais tu as l'Empire Minotéen. Hop. Minoéen. Putain, j'apprends à parler. Ah, moi, j'y arrive plus. Et enfin, la petite surprise sympathique, la livre du joueur. Qui en fait va être une compile à la fois de comment créer ton demi-dieu, enfin ton sang divin d'origine celte ou ton sang divin d'origine grecque. Voilà, voilà. Puisque avec Minos, effectivement, tu as la possibilité de commencer à jouer des héros locaux. Donc en fait des héros qui ne sont pas... Parce que tout le monde vient d'une déesse mineure spécifique dans le livre de base de Darkrune, qui a fait plein de gosses en 12D. Alors que quand on arrive chez les Grecs, tu peux, ouais, voilà, ça peut être Zeus, ça peut être Hera, enfin c'est beaucoup plus large pour qui est ton papounet divin ou ta mamounette divine. Voilà, voilà. Et on a fait le tour comme un gros boucher de la gamme. On va pouvoir attaquer un petit peu plus en profondeur. Darkrun, le jeu de rôle, le jeu de base où on est vraiment centré sur les Celtes. Et voilà, en fait, tout simplement. C'est un jeu où tu vas pouvoir jouer dans 3 époques, pré-Ragnarok, Ragnarok, que ça dure que 3 ans, et post-Ragnarok, qui peut te conduire un peu jusqu'à la Renaissance. T'as un truc en fait avec le pays des fées, les shield. Ouais. Tu vas pouvoir passer d'une époque à l'autre si vous avez envie, ou vous jouez qu'à une époque précise. Et puis voilà, vous jouez quand même des héros, vous avez des points d'héroïsme, vous êtes même donc des enfants de Liv, la déesse aux 1000 visages, donc en fait des enfants d'une déesse mineure. Il y a moyen aussi, il y a les règles pour jouer des enfants de dieux majeurs, puis il y a des règles pour jouer des descendants de dieux majeurs et mineurs. En sachant que bon, pour le jeu, on dit voilà, vous êtes des gosses de dieux, voilà, de dieux mineurs. Ce qui en fait est important, parce que ça peut être plus funky beat de se dire je suis un gosse de dieu majeur, mais déjà tu vas avoir un défaut hérité de voilà, ton ascendance divine, et puis bon, en plus après t'es un peu puissant, enfin toi tu joues des Héraclès, voilà, voilà. Bon, ouais, vu que je suis parti dans n'importe quel ordre, et qu'on en parle, l'ascendant divine des persos, donc du coup vous êtes à peine plus fort qu'un humain normal, vous avez un point d'attribut en plus, ce qui est très léger par rapport à la mécanique. Par contre, vous allez avoir accès à des exploits. Voilà, en fonction de votre niveau de sang divin. Donc vous êtes déjà au niveau des... Enfin voilà, tu peux faire soit des exploits mineurs, soit des exploits majeurs. Vos persos ont accès aux exploits majeurs. C'est là que ça devient intéressant, c'est pour ça que je voulais aborder le truc. Exploit majeur, mécaniquement, c'est le bon truc. Voilà, c'est un vrai petit pouvoir plus. Chaque joueur va pouvoir le faire une fois par session de jeu. Mais surtout, quand il le fait, en gros, il attire l'attention des dieux sur lui. Et donc du coup, il gagne des points. Et arrivé à un certain nombre de points, le MJ peut dépenser la réserve en fait de destin du joueur pour lui faire automatiquement échouer un truc qu'il est en train de faire, parce que voilà, magouille divine, ça ôte 5 points de sa réserve, ou quasiment lui faire un truc que le joueur il n'était pas forcément ok. Tout simplement parce que c'est pareil, c'est magouille divine. Alors après bon, c'est pas forcément voilà un dieu qui possède les joueurs, mais ouais, tu peux très bien, enfin, si on est voilà, dans les délires gréco-romains, Arès qui fout voilà, une colère divine au sein du cœur de ton héros qui, du coup, ne va pas épargner son adversaire et puis le planter sauvagement au cœur dans la bataille devant tout le monde. Et puis, du coup, ouais, c'est un peu limite. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités, mais je trouvais la mécanique vraiment sympa. Et c'est une mécanique, quelque part, que ne subissent pas les joueurs, parce que ça a le côté oulala, le MJ prend le contrôle de ton perso par une magouille divine, tu peux faire un truc que t'es pas d'accord. Pour beaucoup de joueurs, ça peut être oh, c'est hors de question. Mais vous êtes au courant de votre jauge de merde potentielle par le MJ, et c'est vous qui la remplissez. Le MJ n'a pas de moyen de forcer le destin pour que cette jauge se remplit malgré vous. Ce qui fait qu'effectivement, c'est complètement le joueur qui va commencer à atteindre des seuils où il sait
que le MJ va pouvoir lui faire des crasses, et au sens où voilà tout l'aspect divin des choses qu'il porte en lui avec tous les dieux, voilà, entre les dieux qui lui sont favorables, qui veulent lui faire des trucs pour son bien, et les dieux qui sont pas du tout favorables, qui veulent venir l'emmerder, vont avoir les moyens de venir lui casser les pieds. Mais voilà, c'est entièrement de la responsabilité du joueur d'atteindre ces paliers. C'est con, mais ça me semblait un petit point important, et ludiquement, je trouve justement où ils ont échappé à, voilà, à un problème de toutes les mécaniques de destin. Bah, des fois, en fait, le joueur va vraiment être dépossédé sans avoir de possibilité de lutter contre cette dépossession. Là, on est sur une dépossession, le moment où voilà, le MJ dit il se passe ça, tant pis pour ta gueule le joueur, il se passe ça. Mais c'est pas un MJ arbitraire qui va le décider, c'est un joueur qui a tapé dans ses pouvoirs divins et qu'au bout d'un moment, bah, faut payer l'addition. C'est tout con, mais moi, ça, voilà, je trouve ça très équilibré du coup. Parce que ouais, tu vas avoir accès à des pouvoirs forts, mais du coup, voilà, à jouer le héros mythologique, bah, à un moment, le destin il frappe, comme dans toutes les légendes mythologiques. Et du coup, c'est un bon équilibrage, et ça va t'amener pas mal de trucs justement dans les rebondissements de l'histoire de vos personnages. Voilà, je trouve ça marrant. Hop, je prends ma gorgée de café. Après, je suis parti en live là-dessus, alors que ça fait 2 pages dans mon bouquin, mais vraiment, je trouve que c'est un petit cœur de truc qui est très bon. Après, voilà, le reste, on est sur du classique, hein, c'est une variation de système SIMI, Carac, compétences. Ouh, jusque-là, pas très compliqué. Tu joues que des humains, mais en fonction de ton ethnie, tu vas avoir un petit plus 1 dans une de tes Carac. Quand vous faites un test, c'est le score de la compétence, donc les points que tu as mis dans la compétence, influencés un petit peu par l'attribut auquel c'est lié. Je vais vous montrer la fiche de perso. Hein, une grosse fiche de perso. Mais putain, je vais la retrouver, Vindio. Voilà. Tintin, fiche de perso. Ah, elle paraît compliquée là. C'est parce que bon, il y a la version simple, la version avancée, il y a la bagarre. Ouais, de la fiche de perso où là en fait vous avez tout ce qui est attributs avec les attributs secondaires, et là bah, vous avez toutes les compétences. Voilà, voilà. Qu'elles sont bien simples. Donc tu as des compétences qui sont d'adresse, de discrétion, d'observation, des petites choses comme ça. Et donc, quand tu veux faire bah, ton test, tu vas acheter 2 d10, tu vas additionner ton score, et puis il faut passer un palier. Et il n'existe que 4 paliers de difficulté dans le jeu, hein, c'est fixe. Voilà. T'as normal, difficile, très difficile, extraordinaire. Ah, ça va de 15 à 30. Donc voilà. Puis tu jettes tes dés, tu fais l'addition de tes 2 d10, tu rajoutes tes bonus. Il faut franchir les paliers. Voilà, c'est assez simple en fait. Ce qui est marrant, c'est que quand tu fais un double 1, c'est échec critique. Quand tu fais un double 10, c'est réussite critique. Après, il y a plein de petites sous-mécaniques, hein. Si tu fais un double 10, mais que tu aurais dû rater, bah, tu réussis quand même. Et si tu fais un double 10 et qu'en plus tu aurais dû réussir, c'est méga, méga, giga bien. Euh, les pouvoirs justement divins font que bah, vous allez pouvoir en fait des fois agir. Parce que ouais, je vais rentrer en détail, mais il y a des moments en fait avec tes pouvoirs justement divins, tu vas pouvoir être plus compétent que ce que tu l'es par rapport à une compétence, ou ça va t'augmenter tes doubles de réussite. En fait, voilà, une critique, ce sera plus seulement 10-10, ça pourrait être 10-10, 9-9, 8-8, 7-7. Voilà, t'as même des trucs qui peuvent annuler l'échec du double 1. Ah, c'est rigolo. Et puis voilà, un système de combat. Bah, au premier survol, je me dis oulala. Mais en fait, voilà, t'as la base du système de combat plutôt simple. Après, bon, ceux qui veulent se amuser à ajouter des tas de trucs compliqués, faites-vous plaisir. Moi, ce sera pas mon cas. Une localisation qui en fait ça passe. En fait, t'as bras, jambes, torse. Après, t'as cœur et tête. En sachant que cœur et tête, c'est considéré comme des points vitaux. Chaque zone a son propre niveau de point de vie. Si le cœur et la tête arrivent à 0, bah c'est voilà, t'es dead. C'est pas pareil pour les autres. Et puis en fonction d'où tu es tapé, tu vas pouvoir aussi faire des transferts de points de dégâts. C'est très mal expliqué. Quand j'ai surveillé ça, je me dis oulala, qu'est-ce qu'ils ont fumé. En fait, oui, ça va. En fait, à chaque fois, ils font des règles pas compliquées. Donc ça va, ça se tient. C'est quand même pour amateurs de voilà, pour voir qu'à bien avoir de la petite règle sous la main. Mais on n'est pas sur un truc trop compliqué. C'est comme il y a des manœuvres de combat, il y a des contre-manœuvres.
Il y en a pas 250, puis t'as les trucs traditionnels, hein. Je t'agrippe, je te fous au sol, je te vire ton arme. Puis après, bah, justement, t'as les gens qui savent contrer ce type de manœuvre parce qu'ils sont balèzes en combat. En gros, voilà, tout simplement. Au niveau des profils, ça peut être un plus intéressant à définir. Quand tu crées ton perso, donc tu vas choisir un homme, une femme, machin, son ethnie d'origine, et après tu vas prendre tu vas choisir un profil. Et là, il y a moult. C'est pas en création libre quelque part, c'est votre caste, c'est votre c'est votre classe de perso. En sachant que chaque profil va t'amener des bases de points de compétences, qu'après tu vas avoir des points à rajouter dessus, et que c'est là où ça devient assez marrant aussi. Les profils vont être classés en type, c'est-à-dire des profils de combattants qui auront moins de points de compétences pour les compétences globales, mais qui seront plus balèzes en tout ce qui est baston, bien évidemment, et qui auront par exemple plus de points de manœuvre, donc ils sauront faire plus de trucs différents bagarres que juste j'attaque avec ma petite dague, je suis nul en bagarre, j'ai pas de points de manœuvre, rien, je sais rien faire d'autre qu'à part courir sur les ennemis en faisant ah ouais voilà. Bon, tu peux le faire, tu peux jouer en philosophe grâce au supplément Minos. Alors que bon, t'as de la magie, voilà, avec des profils plus orientés sur la magie, des profils orientés sur les compétences, des profils dits mixtes, qui justement vont taper un peu partout. Bah, du coup, ils sont un peu moins forts que mais ils sont plus polyvalents. Je vais vous montrer quelques-uns au hasard, hein, tout simplement, parce qu'ils sont importants. Voilà. Alors, on a un artisan aventurier. Là, à chaque fois, les profils, c'est sympa. T'as donc le blabla technique, le petit blabla de présentation et une illustration d'un personnage de ce type de profil. L'arpenteur. Là, on est sur du profil un petit peu combattant bourrin. Ouais, elle est belle. Profil mixte, si j'ai bonne mémoire. Voilà, profil mixte. Et il y en a plein de profils. Hein. Donc, l'île de base, on est en fait sur les profils celtes. Et avec Minos, on est sur les profils gréco-romains. Avec, petite surprise, je vais vous le chercher dans les profils celtes, puisqu'on a vraiment la chasseur solitaire, le chaman, le barde. Chaman bien flippant. Le chaman. La jolie chasseresse. Ouais, je vais pas tous vous les faire, il y en a beaucoup. Hein. Donc c'est très varié. On a le chevalier aussi. Hein. Je cherchais le mousquetaire en fait, qui est le gros. Bon, forcément, on a le druide. Hein, il y a un truc celtique sans druide. L'esclave gladiateur, le guerrier fauve, le guerrier vétéran, voilà, le mousquetaire. Parce que les armes à poudre existent et c'est un secret en fait des druides. Et puis voilà, puis du coup il y a un ordre de mousquetaires qui est fondé. Et par mousquetaire on entend vraiment mousquet. Hein, voilà. Après il y a un petit côté aussi d'Artagnan si tu veux. Sage, je veux dire, ils ont le droit d'utiliser l'épée. Les seigneurs de guerre, la sorcière. L'illustration de la sorcière est terrible. On dirait du brome. La sorcière qui est bien classe, le templier avec son gros casque, voilà. Le tueur fantôme, ouais, on veut tuer, voilà. Il y en a quand même pas mal. C'est donc varié. Le voleur, en l'occurrence ça c'est une voleuse. Et c'est bien en fait qu'il y en ait pas mal parce que vu que... Oula, qu'est-ce qu'il nous a encore le chien vu qu'on est sur un système où tu es obligé de te baser sur un profil pour créer ton perso, c'est important que tu en aies quand même toute une petite tripotée. Parce que ça te permet d'avoir tout simplement des personnages variés. En sachant que le profil, c'est le noyau. Hein. C'est après justement en répartissant tes points libres, tu vas pouvoir un peu le nuancer ton truc. Voilà, deux guerriers vikings ne seront pas du tout forcément identiques. Après oui, ils auront un tronc commun de compétences, parce que c'est des guerriers vikings. Voilà, hein, on va enfoncer les portes ouvertes. Donc un livre de base qui va être consacré donc création de perso avec tous les profils, les petites règles, la magie, pas mal de magie variée. Il y a des arcanes majeures, des arcanes mineures. Au passage, je trouve l'alchimie franchement de shit. Et il y a moyen de complètement faire des abus. MJ bride l'alchimie. Parce que, voilà. Non, il y a vraiment, voilà. C'est une arcane mineure.
Et quand tu vois tout ce qu'elle peut faire, une potion pour obliger quelqu'un à dire la vérité, c'est accessible à rang 4, les rangs c'est 1 à 5. En rang 4, hop, tu fais boire ça, l'autre il peut plus mentir. Alors que le sort de divination, enfin que le sort pour savoir si une phrase qu'on te dit est un mensonge, c'est le sort de rang 5 de divination, qui s'appelle vérité, qui est un arcane majeur. Voilà. Pareil, tu vas avoir des sorts, par exemple le sort de résurrection, va être seulement à cran 3, mais en fait il y a un petit problème, bon déjà il faut être plusieurs, et puis surtout c'est voilà, si vous allez à la guerre, tu fais une mare en fait de résurrection, tu passes tous les macavés dedans, et les mecs ils ressuscitent jusqu'au lendemain soir. Mais après ils sont finito muertés pour de bon. Mais ils peuvent revenir pour une journée. Après ils sont morts définitivement. Et ça c'est seulement rang 3. Et donc en fait c'est des sorts par rapport aux traditions celtiques. Oublie les boules de feu, hein. Par exemple faire pleuvoir c'est super balèze. On est sur du rang 5, hein. La pluie c'est un truc de rang 5. Et voilà, t'as la version un peu plus poussée avec bah, du coup je crée l'orage, je te crame la gueule, qui peut être un peu cheaté. Donc certains pouvoirs peuvent sembler un peu puissants quand d'autres peuvent sembler moins puissants. C'est parce qu'on n'est pas en fait sur on n'est pas sur une magie à la DD, on est sur une magie très tournée vers la nature, avec des augures, des malédictions qui te donnent des bonus-malus. Voilà, on n'est pas sur une magie où tu vas te transformer en ours géant, où tu vas balancer des boules de feu. Le truc le plus DDS qu'en fait, c'est t'as un sort très puissant qui va pouvoir te faire tomber des éclairs quand il y a de l'orage. Et c'est vraiment le sort le plus bourrin du jeu en termes de sort à la DD. Sinon ouais, le sort de devin niveau 5, c'est ça quoi. C'est est-ce qu'il me ment ou pas? T'as des petites magies aussi assez sympas comme dans les arcanes mineurs, le berserk il est compté dedans, au sens il est lié à un totem animal et son totem lui donne des trucs. Tu vas avoir la voie de l'honneur, où bah là en fait ton perso il choisit une voie de l'honneur, mais du coup tu le crées en arcane mineur et quand tu fais des actions qui sont liées à ta voie de l'honneur, bah tu vas pouvoir gratter du bonus. Ça te permet en fait d'avoir une espèce de code d'honneur qui apparaît magiquement dans l'univers, mais où t'as pas une liste de codes d'honneur prédéfinis en fait. T'as voilà comment marche la magie des codes d'honneur. Et après, bah, ton code d'honneur, c'est ce que tu veux, hein. Tu peux avoir un code d'honneur de chevalier, un code d'honneur d'assassin, un code d'honneur du viking bourrin que jamais je ne recule face à l'adversaire. Et du coup, bah, quand tu accomplis ton code d'honneur, ah, t'as des bonus. Quand tu n'accomplis pas ton code d'honneur, le MJ te fait chier. Tout simplement. Le livre de base contient aussi une présentation géographique de Midgard, bah, savoir hein, de la Scandinavie à l'Espagne, pop pop pop, il y a une ou deux petites pages sur chaque coin. J'ai trouvé ça un peu léger. Voilà, c'est un des seuls défauts que j'ai sur le livre de base. C'est qu'une fois qu'on a fini de le lire, parce que pareil au niveau de la chronologie, il y a deux trois petits trucs, on peut se dire ah, mais comment jouer dans tout ça. Il y a un gros passage qui est donné par rapport à tout ce qui est mythologie scandinave, dire les géants des glaces, Loki, Thor, Rodin, les magouilles, vu que c'est quand même un gros bordel et qu'ils ont du coup ils ont gardé une complexité, t'es pas chez Marvel, voilà. Donc du coup ils ont gardé la complexité puis ils ont gardé l'ambiguïté. C'est-à-dire que vous avez l'impression que les gros grecs qui sont un petit peu discutables moralement et que c'est un petit peu des gros FDP, ouah, les dieux celtes ils jouent pas dans la même catégorie, hein. Odin, bâtard, quoi. Odin, t'es qu'un gros bâtard. Ouais, c'est, voilà. Ils ont gardé quand même pas mal l'ambiguïté morale et c'est très sympa parce que ça dépayse bien. On n'est pas dans nos critères moraux. Odin, gros bâtard. Alors que tu prends l'Odin de Marvel, oh, qu'il est gentil. Non, non, non. Non, là, c'est l'Odin des mythes scandinaves. C'est très discutable comme bonhomme. Mais c'est le dieu des dieux, mais bon, quand même, il est un petit peu discutable. C'est pas notre morale à nous. Donc voilà, un livre de base qui accomplit bien son rôle de présentation mythologique, qui est un peu rapide sur le côté géographique parce que justement, bah, il fait toute l'Europe, et qui a aussi le grand intérêt de t'amener un scénar à la fin. Voilà, voilà. Donc, hop, Darkrune, le livre de base, qu'il est complet, il a 49 boules, et puis le seul reproche que j'ai à lui faire justement, c'est ce côté mais du coup, c'est quand même difficile de dire qu'est-ce qu'on peut jouer avec, mais justement, t'as un scénar de base qui t'est donné, et t'as plein de scénars dispo, gratos, sur le site. Donc en fait, le défaut du livre de base, c'est que apprendre autant de temps pour bah, toutes les règles, tous les profils, tous les machins, on est un petit peu léger sur tout ce qui va être possibilité de jeu. Voilà, t'as pas les traditionnels 60 pages
aide au MJ de qu'est-ce que tu veux. Mais en fait, t'as directement des scénars qui te sont donnés. Donc ça récupère très très bien le tir. Et surtout, bah, après, tout ce qui sort dans le reste de la gamme va complètement à l'autre sens, ou au contraire, là, c'est que des trucs qui vont être donnés où t'as du prêt à jouer, ou t'as des choses qui te donnent envie justement de faire jouer. Qui te donnent envie de faire jouer. Enfin, des trucs qui, voilà, qui vont être inspirants, qui vont être de l'idée. C'est limite. C'est ce que t'as, hop, avec le scénar de l'écran. C'est ce que t'as, en fait, c'est ce que t'as sur tout le reste. C'est simple. C'est le défaut que je pointe un petit peu sur les livres de base, soit que on est un peu sur sa fin, sur mais comment qu'on peut animer tout cela, parce que bah, c'est quand même pas. Enfin, après, il y a peut-être des spécialistes de la mythologie slave, scandinave, celtique parmi vous. Moi, je me sens plus à l'aise sur la mythologie grecque, et c'est vrai qu'après, j'étais un petit peu perdu. En fait, tout le reste de la gamme, et surtout, hein, ce qui est dispo aussi gratos, va dans ce sens-là, et puis complète très bien le livre de base. Hop, donc hop, l'écran, hein, écran classique, où voilà, chez d'autres éditeurs, t'as juste le bout de carton, là t'as le bout de carton, plus la carte, voilà, plus un cadre de jeu, enfin, gros scénar. Le cadre de jeu, hop, il est là, une cité, voilà, enfin, quand j'ai vu le petit warning, attention, il y a des thèmes adultes, machin, tu vois, ouais, bien sûr, comme on dit à chaque fois. Et en fait, non, les Étrusques, c'est quand même, ça, c'est pas le bout du monde, hein. On n'est pas dans un truc d'horreur, aller vomir, machin, mais il y a des thèmes un peu hardcore, quoi. Pas forcément abordés avec tout le monde et toutes les tranches d'âge. Et surtout, on a un scénar qui, je trouve, est un peu, justement, un peu tordu, un peu, coucou, bienvenue chez les Étrusques. Ensuite, Ragnarok, qui est un peu, je voudrais dire, le gros morceau incontournable par rapport au livre de base, hein. C'est voilà, si vous voulez jouer que avec l'aspect celtique, vous oubliez Minos. J'avoue que moi c'est mon chouchou, mais voilà, si tu joues vraiment sur cœur de Celte quelque part, les Gréco-Romains on s'en bat le steak. Livre de base, écran, et puis Ragnarok, et puis t'as, j'oserais dire, l'arc celtique de Darkrune. En sachant que Ragnarok, alors il est à 29 boules pour 100 combien de pages? 128 pages. Et dedans, t'as de quoi jouer un bon moment, en sachant qu'on va vraiment avoir tout le fil rouge qui va être décrit, qui va être donné. Que bon, donc du coup, des fois, t'as un petit côté, t'as l'impression que c'est un peu linéaire. Parce que c'est, voilà, de A à B, de B à C, de B à rien. Faut attendre le 7e scénar, je trouve, de la première partie, pour avoir l'impression que tes persos, il y a un petit côté enquête, qui sont dans une espèce de bac à sable, puis qu'il va falloir, voilà, plus se démerdouiller, sinon on est vraiment sur, on tombe dans une situation, puis un PNJ qui nous envoie à droite, et un PNJ qui nous envoie à gauche, on apprend un truc qui nous renvoie à gauche. Voilà, voilà. Faut vraiment, putain, mieux, quoi. Arrête de gueuler surtout. Bon, à faire la pause Wawa qui gueule. Donc j'en étais à Ragnarok, qui est vraiment l'immense fil rouge avec tous les points de l'aventure qui te sont donnés. Et je ne peux, voilà. Moi, je l'ai trouvé très sympathique, avec une fin, avec un petit twist mignon, rigolo, que certains joueurs vont faire mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas compris. On a, voilà, enfin, dans l'ambiguïté, avec un des dieux majeurs très ambigu, je pense que tout le monde fait, ah, on voit de qui tu parles, qui a forcément un rôle ambigu. Ouais, c'est Loki, quoi. Loki fait des trucs chelous de Loki, quoi. Et puis voilà, mais donc très sympatoche, en sachant quand même qu'on n'est pas sur un... Voilà, je conseille quand même au MJ d'étoffer un peu par rapport aux joueurs, enfin vraiment de prendre ça comme le grand fil rouge, après laisser tes joueurs voilà, naviguer un peu, ça t'as vraiment l'architecture, la colonne vertébrale, et puis après bah tu laisses la créativité un peu de tes joueurs. C'est pas un Fire and Ice où t'as toutes les arborescences et puis plein de trucs pour étoffer, c'est vraiment t'as la grande ligne droite, avec le seul point que j'ai trouvé quand même très un petit peu dérangeant, c'est comment les joueurs sont embarqués là-dedans, sachant qu'ils sont en bled en fait qui est attaqué par les Vikings noirs des forces du Ragnarok. Et là, en gros, en fait, c'est pourquoi on fait non, mais en fait, le seul moyen de s'enfuir, c'est par le fleuve. C'est-à-dire par le fleuve, là où il y a tout plein de Vikings qui m'arrivent sur le coin de la gueule. Oui, parce que sinon, les Vikings ils vont leur courir après puis les attraper dans la campagne.
j'ai une horde de zombies qui arrive par la porte du château, je dois m'enfuir par la porte du château. À quel moment? Bon, tout ça, c'est parce qu'en fait, voilà, le scénar fait que vos joueurs vont aller sauver une demoiselle en détresse, affronter un immense géant de la mort qui tue. Parce qu'en fait, c'est comme ça que la campagne est lancée. Petit conseil OMJ, alors ça, vous mettez... Enfin, vous gardez tout, sauf que vous mettez à la poubelle l'excuse du vous pouvez pas vous enfuir par ailleurs, parce que si en fait ils peuvent s'enfuir par ailleurs, j'oserais même dire que c'est évident qu'en fait, quand t'attaquez dans un bled par un endroit A, tous les autres endroits que A, bah, tous les noms A sont mieux pour se barrer, en fait. Je veux dire, t'échappes pas à un volcan en pénétrant par sa gueule. Mais bon, sortez ce petit point qui est, voilà, vu que vous avez joué justement voilà, des sangs divins et que vous pouvez être plus ou moins manipulé par les dieux, c'est un bon petit moment justement pour faire, en plus par rapport au contexte qui joue derrière, pour faire une petite intervention divine pour que bah, soit l'un des personnages se sente obligé d'aller sauver la demoiselle, soit qu'il ait une vision de livre ou de je sais pas qui voilà, qui les rentre dans la campagne. En plus tout de suite, de toute façon, ils comprendront qu'il y a de l'enjeu. De toute façon, c'est aussi un des intérêts du début. Dès le début, ils vont comprendre qu'il y a de l'enjeu. T'as du gîte, voilà, ils vont se latter avec une espèce de genre du feu. Enfin, c'est tout de suite, il y a de l'enjeu. Après, il y a deux endroits qui sont, enfin, il y a des endroits plus sympas que d'autres, que j'ai plus aimé que d'autres. Mais voilà, un gros squelette plutôt sympa qui va emmener tes joueurs on n'est pas mêlé au Ragnarok, au champ de bataille final, hein, à la droite des dieux, qui vont aider certains dieux de manière plus qu'un peu. Spoil ou pas spoil. Il y a un côté MacGuffin, aller récupérer le bon artefact, aller donner l'artefact à la bonne personne. D'ailleurs là où c'est sympa, c'est que pour une fois, il n'y a pas le côté. Enfin, on se fait un peu voler la vedette par certains dieux majeurs. Mais voilà, c'est des dieux majeurs de la réelle mythologie qui sont vraiment dans notre vrai monde, dans les prophéties du Ragnarok. Donc du coup, vos joueurs vont être au plus près de la prophétie, mais ils vont pas prendre le rôle de Thor ou d'Odin à la place de Thor ou Odin. En l'occurrence, c'est pas Thor et Odin hein, dans l'histoire. Parce que dans le Ragnarok, Thor et Odin, muerto. Et puis voilà. Et puis sinon, il faudrait que je spoil comme un gros méchant. On voit des alphes. Donc oui, hein. Elfe, en fait, c'est alphe au féminin. Voilà, donc, si vous voulez vous la péter et à parler des elfes, en fait, c'est les alphes. Voilà, c'est pour la petite histoire. Hop, d'Arcane jeu de rôle, le companion pour joueurs, ben, ça va être rapide. Tout simplement, il y a tous les nouveaux trucs de magie qui sont à la fois dans Minos, dans le livre de base, puis dans le kit du meneur, il y a supplément écran. Toutes les règles importantes pour les joueurs, tous les profils, ceux du livre de base, mais ceux de Minos. Donc il est qu'à 17 balles et en fait c'est le livre de joueur avec tout ce qu'il faut pour créer ton perso, plus une feuille améliorée. Voilà. Au moins après t'as toutes les manœuvres qui te sont données, t'as tes petites fiches de sorts, enfin c'est vraiment le livre des joueurs, et puis bon on te ramène tous les profils possibles, on te ramène les arcanes, enfin c'est en fait tout ce qui était disparate à droite et à gauche qui a été rassemblé. Et on arrive sur Minos. Donc Minos, hein, voilà. Pour ceux que la spirale donne des crises cardiaques, il est sur Lulu. C'est 10 balles de plus, mais du coup, voilà. T'as une couverture rigide avec dos rigide. L'Empire minoéen. Ouais, et gréco-romain, quoi. Donc en gros, Zeus, c'est pareil, c'est pas tout à fait un enfant de cœur. Hein, il a une petite tendance à génocider l'humanité quand il est petit vénère. Et il y a quelques dieux, donc Pan, qui sont plutôt du genre, ouais, mais non, on les aime bien les humains. On va se dire, tiens, en fait, si on met sur le trône de l'Empire un des fils chouchou à Zeus, il va peut-être en fait moins faire de crise sur les humains. Et en fait, voilà, il m'a mis pour que l'empereur ce soit un mi-dieu et de papa, c'est Zeus. Et puis comme ça, ils se disent, ah, s'il y a un chouchou sur l'empire gréco-romain au pouvoir, on va les maintenir le plus longtemps possible. Et ben en fait, Zeus il pètera moins les plombs et
voilà, il persécutera pas l'humanité, il sera plutôt bienveillant. Parce qu'à la base, il est moyennement bienveillant avec l'humanité. Voilà, il aime bien courir la gueuse, mais sinon, ouais, voilà. Sinon, tu lui parles de travers, hein, ouais, je vais te faire, voilà, je vais te faire un petit déluge, puis tu vas moins ramener ta gueule. Donc voilà, Pan et quelques copains, ils font non, pas trop. Et donc t'as une cabale divine en fait pour calmer Zeus, et puis c'est marrant. Dans les petites différences majeures par rapport à Darkrune, c'est qu'en fait tu vas pouvoir jouer autre chose que des enfants de Liv, c'est-à-dire bah là tu pourras toi aussi jouer un voilà un descendant de Zeus, un machin d'Héraclès, ce que tu veux. T'as en fait une paternité, une maternité divine qui est beaucoup plus large. Bon, sinon, c'est comme le livre de base, hein. T'as un bestiaire, t'as de la magie typique. Il y a pas mal de scénars qui te sont donnés. Enfin, il y a un gros scénario. Et puis voilà, avec Hera. Puis que dire de plus? On sent vraiment en fait le côté, c'est comme Darkrune, mais en version chez les Grecs, sauf que du coup, bah, on n'a pas à avoir à expliquer les règles. On a juste les trucs en plus, voilà, par rapport aux Gréco-Romains, hein, savoir la magie gréco-romaine. Et puis du coup, bah, on a plus de temps pour avoir du background étoffé. Et du coup, bah, t'as plus de descriptions géographiques des cités, les grands royaumes, tout ça. La géographie est un peu plus étoffée. Et du coup, bah, je trouve que tu sors avec un sentiment plus complet. Voilà, avec ça, je vais pas avoir besoin de 15 scénarios d'exemples pour me dire qu'est-ce que je peux faire jouer. En fait, rien qu'avec ça, je sais ce que je peux faire jouer. Voilà, donc là-dessus, je trouve qu'il rattrape un petit peu le petit défaut qu'il y avait dans Darkrune, qui est complètement complété, hein, je le répète avec tous les scénars qu'il y a. Mais oui, t'as plus de choses qui te sont données dans ta compréhension de l'univers qui t'est proposé. Et donc du coup, bah, Minos, je trouve, il développe plus l'imaginaire pour te dire, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, machin. Et il est plus titillant, j'oserais dire. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être aussi parce que je suis plus fasciné par la mythologie gréco-romaine que par la mythologie celtique, peut-être. Hein, je veux dire, c'est d'un point de vue thématique, je suis plus voilà Minos que Darkrune de base. Et puis voilà, tout simplement. Donc Minos, vraiment, moi, ça a été sympa. Avec, on sent de toute façon tout le côté, le goût des magouilles gréco-romaines, mais dans une Grèce fantasmée, parce que du coup, voilà, c'est pas les vraies légendes, enfin, on part des vraies légendes grecques, puis après, bah, ils font un peu un what if, voilà, un what if, s'il pense à ses potes, il s'était dit, on va protéger l'humanité en mettant un milieu, voilà, chouchou de Zeus sur le trône des humains, puis il va y rester longtemps, comme ça Zeus, il va pas faire chier. Et puis voilà, donc maintenant, en truc qu'on attend, qui est un peu annoncé à droite et à gauche, c'est la même chose pour les Étrusques, c'est-à-dire l'Empire étrusque un peu plus dessus ou pas. Et puis voilà, mais donc une très belle gamme, une gamme très complète, une gamme qui est surtout axée sur sur la possibilité de jouer avec un Minos qui est qui t'ouvre du coup énormément de possibilités de jeu. Donc de toute façon, je voudrais dire, tu commences par les Celtes avec Darkrune, t'as 15 millions de scénars à jouer, tu finis sur Ragnarok avec ton MJ qui va pas gêner pour rajouter des trucs à sa sauce en gardant voilà le squelette central. Puis après, bah, vous arrivez sur le post Ragnarok. Et puis soit vous changez de perso, soit effectivement, si vous avez accompli vos destins au niveau de Midgard. Et puis vous vous mettez à vous barrer pour aller découvrir l'Empire de Minos. Avec des personnages un peu cheatés du coup. Donc peut-être reprendre des persos voilà, de l'Empire de Minos. L'Empire minoéen. Oh putain, j'arrive jamais moi les noms. Sinon voilà quoi, c'est une gamme qui s'épaissit, du travail de passionné. Donc j'ai été assez conquis par la jouabilité et puis cet axe de jeu pas fait pour dormir dans les étagères, mais vraiment on me donne du matos pour jouer, tout simplement parce qu'il y a plein de scénars, puis voilà, puis ce qui est pas scénarisé, c'est fait pour jouer. Enfin, les cadres de jeu sont faits pour jouer. Minos en lui-même, de toute façon, c'est un cadre de jeu avec t'as toutes les règles pour.
Et puis voilà, enfin bon, c'est du bon, ça a été une belle découverte, donc moi je souhaite que d'une bonne continuation aux éditions Yggdrasil. J'espère que voilà, si vous êtes intéressé un peu par les jeux celtes ou les jeux d'ailleurs plus dans l'ambiance gallo-romaine, hein, parce que le côté Minos, voilà, si tu veux jouer en mode gallo-romain, quoi faire entre justement les influences celtes et les influences gréco-romaines. Et puis fais-toi plaisir. Des règles qui sont abordables, avec un petit niveau de complexité, sans aller chercher non plus trop loin. Une magie qui est plus dans le low fantasy, même s'il y a deux trois exceptions de trucs assez puissants. Voilà, il n'y a pas grand chose à enlever pour vraiment être à low fantasy. Un point de vue magique est disponible pour les joueurs, puisque bon, au niveau monstre, il y a du monstre, hein. Il y a du dragon, il y a du monstre. Parce qu'on est dans un univers mythologique, tout simplement. Pour jouer du mythologique des Celtes au gréco-romain, vous avez Darkrune, avec donc les deux gros aspects de la gamme qui sont développés. Les deux bases pour les Celtes, Minos pour les gréco-romains, des aventures en veux-tu en voilà qui peuvent de partout, en sachant que la grosse campagne, c'est Ragnarok, qui peut avoir un côté prêt à jouer, parce qu'elle est dans le prêt à jouer, mais en prêt à jouer qui est un peu quand même linéaire, et puis au contraire qui peut avoir un côté à étoffer pour le MJ en sachant qu'on va donner tout le squelette de voilà le gros fil rouge, et puis après rajoute tes magouilles à droite à gauche, change ce qui te turlupine, ce qui n'est pas de ton goût à toi, tout simplement. Sur ce, salut les gens, vous voyez bien, ouais. Bonne découverte à vous de Darkrune, un petit jeu de chez nous qui le mérite bien avec avec de toute façon des gammes de prix où on sent bien que la maison d'édition elle a envie qu'il soit connu son bébé, donc ils font gaffe, tout simplement. Et ça c'est bien.